Alors, chaque mois, l'espace culture épée a un thème différent qui est traité dans notre programme phare qui s'appelle Parole donnée. Et au départ, c'était simplement un événement qui se passait le mercredi soir. Petit à petit, nous avons décidé de faire une encyclopédie avec ces thèmes. Et les semaines de la prospérité, c'était donc en septembre 2015, c'était le 50e thème dont nous traitions. Ensuite, nous avons les semaines des confessions en octobre, les semaines de l'influence en novembre, et là, actuellement, en décembre, nous sommes dans les semaines de la certitude. Ok. Parlons un peu de la prospérité heureuse. Oui, alors, c'était le premier thème donc, de ces semaines de la prospérité. Évidemment, quand on pense à la prospérité, les gens pensent tout de suite à l'argent, hein, le compte en banque, la fortune. Mais alors, vous savez que le mot fortune a plusieurs sens en français. Et avant de désigner la fortune matérielle, sonnante et trébuchante, le mot fortune signifie avoir de la chance, ou en termes un peu plus précis peut-être, être béni, en tout cas se sentir béni, se sentir élu. Et dans la prospérité heureuse, nous voulions montrer dans quelles conditions il y a un lien entre les biens que l'on possède, en espérant que ces biens sont bien acquis, et le sentiment d'une vie réussie, moralement je dirais. Puisque au fond, on a des exemples de personnes qui sont assises sur un tas d'or, mais ne sont pas très heureuses, ou ne méritent pas vraiment la richesse dont ils jouissent, tout simplement parce qu'ils n'y ont pour rien, ils ont simplement eu de la chance, mais on ne voit pas de corrélation entre un mérite personnel et la situation favorable ou faste dans laquelle ils sont. Et alors, il est vrai que les gens ne font pas toujours le lien. Il y a même des personnes qui disent qu'au fond, il n'y a pas de prospérité honnête, ça n'est pas possible, les gens ont forcément fait des combines pour réussir leur vie. Et nous voulions suggérer donc dans quelles conditions quelqu'un qui travaille honnêtement, qui suit des bonnes règles, peut arriver donc également à la richesse matérielle. C'était le thème de cette première soirée. Alors dans les autres soirées, on a abordé d'autres aspects de la prospérité. Quand on pense à l'acquisition de la richesse, puisque nous ne sommes plus dans des sociétés de privilèges et de castes, Dieu merci, au fond, dans les sociétés démocratiques, il y a cette idée que n'importe quelle personne, même d'une extraction modeste, qu'il soit homme ou femme, je précise ça parce que, en fait, pendant longtemps, on se disait que peut-être seuls quelques hommes pouvaient parvenir à la prospérité, mais désormais, il y a au fond cette idée que c'est ouvert à tout le monde, homme ou femme, de toutes les couleurs, de toutes les races. C'est un peu la bonne nouvelle de nos démocraties. Et donc, nous avons des systèmes d'éducation, tout un système méritocratique, avec cette promesse que celui qui travaille bien, qui étudie correctement, qui mène une vie honnête, à condition qu'il ait un peu d'ambition, il devrait arriver, alors je ne dis pas à une grosse richesse, mais au moins, au fond, une vie prospère, c'est déjà une vie où on est assez comblé dans un sens. Hein, on a vraiment, on va prendre quelques exemples ici, on a une belle maison, on a une ou deux voitures, on a quelques comptes en banque, on a une situation assez aisée, et en plus, de manière générale, on se sent comblé par la vie. Et donc c'est une merveilleuse idée que de nos jours, dans le monde entier, il y ait cette passion, je pense, d'arriver à la prospérité. C'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que dans le passé, finalement, on se disait, seuls quelques-uns vont y arriver, quoi. Par exemple Alors, il y a un exemple qui m'a frappé, moi, ça a été diffusé récemment à l'émission Thalassa. Ils ont montré un monsieur qui n'a pas son bac, George Cohen. Bon, c'est un monsieur qui a eu des parents très méritants, des commerçants, un juif d'Afrique du Nord. Et ce monsieur, aujourd'hui, il est milliardaire. Donc on le voit dans son cadre de vie, l'île de rêve, à Calivigny, en Grenade. Et on se demande comment il est arrivé là, lui, vraiment quelqu'un non, même pas de la classe moyenne. Parce qu'il est parti de pas grand-chose. Et en fait, ce monsieur, il a
il est rentré à Capgemini à l'âge de 17 ans, il a gravi tous les échelons, il a quitté ce groupe, il a créé d'autres sociétés, et une fois milliardaire, il s'est acheté son île à Calivini. Et il y vit de façon très heureuse avec son épouse. Et ses enfants le soutiennent. Et alors lui, il avait le choix, il s'est dit, bon, je pourrais profiter de ma retraite, de far niente. Mais il dit, je ne peux pas faire ça. Ça le déprime de ne rien faire. Donc lui, qui n'a plus rien à prouver sur le plan professionnel, il est plein de projets. Alors évidemment, il y gagne de l'argent, mais ce n'est pas son but. Il fait ça parce que il voudrait faire profiter sa capacité de créer des richesses à son environnement nouveau, cette île de la Grenade. On le voyait d'ailleurs vivre avec son personnel. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il est très bien accepté sur place parce que c'est un monsieur qui est resté simple. Et aussi, ce qui est touchant, c'est de voir l'harmonie qu'il a avec son épouse. C'est un couple qui est plein de projets. Chaque fois que les enfants étaient interviewés, on voyait combien ils respectent leurs parents. Ils ont 5 enfants, je crois. Et cette unité de toute une famille, c'est le côté sympathique de la prospérité. On sent que ce n'est pas quelqu'un voilà, qui est accroché à son argent, mais c'est toute une famille qui a réussi, si je puis dire. Vous avez cité Monsieur Gémiron en disant « La prospérité sourit-elle à ceux qui ont la chance ou aux parvenus ?» Expliquez. Oui, ben, c'est vrai que parfois, on se demande si les gens méritent leur richesse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où on parle des biens mal acquis, hein, par exemple. Bon. Jim Rohn, il est de l'avis que aucune prospérité véritable n'est possible sans mérite. Et il va même jusqu'à dire que une personne a rarement de hauts revenus si elle n'a pas une certaine dimension spirituelle. Bon, je vais dire c'est assez idéaliste. Mais je pense qu'en partie c'est vrai. À mon avis, il y a des fausses formes de prospérité. C'est-à-dire des gens qui effectivement ont beaucoup d'argent, beaucoup de revenus, mais qui ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas la conscience très tranquille. Donc, à mon avis, la vraie prospérité, c'est la prospérité qui est réellement méritée, notamment sur le plan spirituel et moral. Le revenu d'une personne excède rarement le degré du développement qu'a atteint-elle. Oui, c'est lui qui dit ça. C'est Junior. Oui, c'est ça, oui. Alors, effectivement, il y a... Mais ça, je crois que c'est un peu typique de la culture américaine aussi. C'est cette idée que il y a ce qu'on appelle le développement humain. Donc, une personne va utiliser son potentiel. Alors, le potentiel, c'est l'intelligence, mais aussi le caractère, un certain nombre de vertus. Cette personne va retrousser ses manches, elle va travailler, elle va créer de bons réseaux, elle va frapper aux bonnes portes, elle va se prendre en main, mais pas d'une façon sauvage, en suivant une certaine stratégie. Et Jim Rohn nous dit, mais si vous faites ça, à peu près certainement vous arriverez à la prospérité. Et ça, je pense que c'est tout à fait exact en fait. Et d'ailleurs, c'est tout à fait moral aussi, si je puis dire. Oui, ici là encore vous avez ajouté, pour l'individu comme pour la collectivité, une bonne motivation et la poursuite d'objectifs équilibrant l'intérêt général et l'intérêt personnel sont les principaux ressorts de la prospérité heureuse. Oui, parce que j'ai l'impression que les personnes qui prospèrent le plus dans ce monde sont des gens quand même qui pensent aux autres. Bon, je ne veux pas idéaliser exagérément Bill et Melinda Gates, parce que bon, certains vont toujours trouver qu'ils y trouvent leur intérêt, je ne sais pas. Mais ce ne sont pas des milliardaires rapaces. Ce sont des personnes, bon, tout le monde sait qu'ils sont très riches. On sait aussi que ce sont des mécènes. Et je pense qu'ils le font vraiment de bon cœur. Là aussi, d'ailleurs, on a l'exemple d'un couple qui est très uni. Bon, récemment, on a aussi entendu tous parler de Zuckerberg et son épouse qui viennent d'avoir un enfant et qui veulent consacrer beaucoup de leur argent à différentes causes. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui vont ricaner, ils vont dire « mais ça, c'est de l'intox, en fait, ces personnes sont très égoïstes ». Moi, je ne crois pas. Et bien sûr, ils y trouvent leur intérêt. Mais je pense que les gens vraiment prospères, ils ne sont pas idiots non plus. Ils savent que s'ils sont arrivés là, c'est parce que
d'autres les ont aidés. Ils savent ce qu'ils doivent à la société. Et je pense qu'ils veulent redonner en partie. Donc moi, ça me paraît moral. Ils gardent une partie pour eux. Ils donnent aussi à la collectivité. Ils font des projets. Et c'est plus répandu qu'on ne pense. Ok. On parle de contre mauvaise fortune. Oui, alors ça, c'était le deuxième soirée de Parole donnée. C'était la semaine d'après. Oui. On est parti d'un cas qui a fait grand bruit cette année. C'est l'ascension de Moed Altrad. Alors qui est-il? Il est né à Raqqa. Et c'est où Raqqa? C'est en Syrie. C'est la capitale de Daesh en ce moment. Donc justement, on se dit, il n'y a rien de bon qui peut venir de là. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui nous est venu de là et qui a réussi en France, c'est Moed Altrad. Bon, lui, il dit qu'il ne connaît même pas sa date de naissance. Voilà, c'est le début de l'histoire. C'est un bédouin. Lui, il dit, je ne suis même pas parti de rien, je suis parti de moins que rien. Voilà. Bon, ce monsieur, quelle que soit sa date de naissance, il est aujourd'hui à la tête d'une grosse fortune en France. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que cette année, en 2015, il a reçu le prix du meilleur entrepreneur mondial de l'année. Alors, avant, il était connu que dans le Languedoc-Roussillon, mais maintenant, il a été reçu à l'Élysée, évidemment, parce que c'est rare qu'un Français figure dans ce classement des meilleurs entrepreneurs. Mais alors lui, il est spécial parce que c'est un immigré, un enfant de bédouin. Il n'a pas le profil des gens qui réussissent. Donc on est parti de ce thème contre mauvaise fortune parce que ce monsieur, au départ, il avait vraiment l'adversité contre lui. Et il s'en est sorti grâce à son mérite et au départ à une soif de connaissance. C'est quelqu'un qui a toujours adoré les études et il a bien profité, je dirais, de son cursus scolaire. C'est le départ de sa réussite. Après, il y a d'autres facteurs dont on a parlé. On vous a entendu parler de la roue du bonheur. La roue de la fortune. Alors, ça vient d'une ancienne expression latine, je pense. Enfin, ça date, oui, c'est ça. Ça date de l'Antiquité. Parce que la fortune, donc je rappelle que la fortune a deux sens. Le sort, donc ça peut être la bonne ou la mauvaise fortune, parce qu'au fond, les anciens, les Grecs et les Romains, pensaient que la fortune est aveugle. Elle vous donne et elle vous reprend ensuite. Elle est un peu immorale, à vrai dire. C'est l'idée qu'ils en avaient. Et puis, bon, tardivement, le mot fortune en est venu à signifier aussi l'argent. Et alors, vous savez que justement, la roue de la fortune, c'est un peu les coups du hasard. Vous jouez au loto, par exemple, ou oui, tous les jeux de hasard. Mais ça, justement, je pense que c'est le type de fortune qui, à mon sens, est un peu suspect. Bon, moi, j'ai rien contre les gens qui veulent jouer au tiercé ou autre, mais c'est pas comme ça que je me figure la prospérité heureuse. D'ailleurs, vous savez que les personnes qui gagnent comme ça des grosses sommes, ils sont entourés de conseillers psychologiques après, parce que c'est un argent qui leur tombe dessus, et parfois ils font beaucoup de bêtises. Enfin bref, souvent ils perdent cette somme qui a été gagnée un petit peu comme ça, en dehors de leur, je dirais, de leur biographie normale. Il leur est arrivé un bon coup, si je puis dire, et ils sont un peu surpris, quoi. Mais connaissez-vous quelqu'un qui a fait fortune en loto? Alors moi, j'ai pas étudié ce cas-là, mais j'entends souvent dire justement des personnes qui ont beaucoup gagné. D'ailleurs, vous savez qu'en général, elles ne veulent pas se faire connaître. Ah. Voilà. Donc, non, ce que j'ai entendu dire, c'est que passer l'euphorie de toucher un gros chèque, en général, ils sont quand même un petit peu angoissés. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, j'ai entendu que beaucoup sont généreux. La plupart des personnes qui gagnent comme ça veulent donner de l'argent aux autres. Ça, c'est un très bon signe. Mais on a des cas, alors j'espère que ce n'est pas général quand même, de personnes ils n'ont pas su bien utiliser cet argent. Peut-être qu'ils ont été mauvais conseillers aussi, ils ont été mal conseillés aussi. Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire fortune. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. En France, connaissez-vous une ou deux personnes qui ont gagné quand même au loto? Non, j'ai pas d'exemple. Mais dans le monde... non, en plus je fréquente pas trop ces milieux, à vrai dire. Oui. Parole donnée numéro 220, c'était tirer le meilleur. De quoi alors? Parce que, alors justement, on en revient à un point. Au fond, l'idée de la richesse,
c'est de tirer le meilleur parti d'un produit quelconque. Je prends par exemple le café. Bon, c'est un produit brut et il doit passer par énormément de transformations pour avoir ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Mais c'est pareil du pétrole, de l'or. L'or est travaillé. Bon, déjà au départ, c'est un métal très précieux. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas travailler l'or. Pratiquement tout ce que nous donne la nature est l'objet d'un travail. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'il faut former les gens qui vont ainsi travailler les produits. Par exemple, pour former un artisan qui va tirer le meilleur parti de l'or ou du diamant, il faut des années de formation. Et au fond, on s'aperçoit qu'il faut tirer le meilleur non seulement des choses, mais des hommes. Et d'où cette formule attribuée à Jean Baudin, il n'y a de valeur que d'hommes. C'est-à-dire que la principale richesse d'un pays, ce n'est pas son sous-sol. Bon, par exemple, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont un sous-sol immensément riche. Alors ça peut être du pétrole, ça peut être du diamant, ça peut être enfin, tout ce qu'on peut trouver dans le sous-sol, et qui malheureusement n'ont pas encore atteint la prospérité pour la plupart. Et là, on est devant, je dirais, un facteur humain. C'est finalement ce qu'on appelle la ressource humaine. Alors l'opposé absolu, c'est la ville de Singapour. C'était une cité-État il n'y a pas de ressources. Et ils sont arrivés à une prospérité vraiment à rendre jaloux, je dirais, par le mérite, par le côté industrieux de la population. Les gens sont très bien organisés, il y a un très haut niveau d'études, et c'est donc devenu l'un des États les plus prospères du monde, grâce au bon emploi des ressources humaines. Ok. La prospérité commence avec une attitude où l'on sait tirer le meilleur parti d'un objet, d'un être vivant, d'un produit, en y mettant les ressources de sa créativité et de son travail. De même, les figures d'autorité doivent savoir tirer le meilleur de leurs subordonnés pour les faire progresser. Nous réfléchirons aux meilleures méthodes d'éducation et de leadership qui favorisent la prospérité. Oui, nous avions parlé des figures d'autorité et nous avions rappelé un mot de Michel Serres de l'Académie française. Il a fait remarquer, il n'est peut-être pas le seul d'ailleurs, que l'étymologie de autorité, c'est auctor, qui veut dire augmenter. Et il y a cette idée que le bon parent, ou le bon éducateur, professeur ou autre, ou le bon patron, c'est quelqu'un qui va vous aider à devenir meilleur que lui-même. C'est paradoxal, parce que finalement, un professeur, on s'attendrait à ce que, voilà, il est sur un piédestal, c'est lui le meilleur, et les élèves sont passifs. Mais au fond, nous le savons bien, nous, qui avons eu de bons professeurs. Il y a des professeurs, ils veulent absolument que leurs disciples les dépassent. Bon, il n'y a peut-être pas que des professeurs comme ça, mais il y en a. Quel est le parent qui voudrait que ses enfants soient moins bons que lui? Ça n'est pas possible. N'importe quel papa ou maman qui a un peu de conscience, il veut que ses enfants soient meilleurs que lui. Il veut donc augmenter ceux dont il a la charge. Il veut les amener plus haut que son propre statut. Je connais beaucoup de parents en France, de milieux modestes, qui ont tellement investi dans les études des enfants. Et pourtant, ils ne savaient peut-être pas eux-mêmes très bien lire ou bien écrire. Mais ils ont motivé leurs enfants à le faire. Moi, j'habite aux Ulysses. Et il y a quelques années, j'ai sympathisé avec un gardien d'immeuble. Tous ses enfants sont allés à l'université, sauf un qui est handicapé. Mais même celui-là, je vois qu'il fait la fierté de ses parents. Parce que parmi les personnes handicapées, c'est quelqu'un qui a un travail. Il est ce qu'on appelle trisomique. Moi, je vois souvent ce garçon. Eh bien, il ne porte pas le malheur sur son visage. Bien sûr, toute sa vie sera modeste. Mais on sent la dignité même chez cet enfant handicapé. Et les 5 autres, ils ont fait des études universitaires. Parce qu'ils ont reçu de leurs parents, très simples, très modestes, des immigrés en France, un désir de s'en sortir. Et ça me touche beaucoup, ces histoires-là. Parce que je vois que les parents se sont vraiment investis pour la réussite de leurs enfants.
Et moi, dans ma ville, aux Ulysses, je vois de tout. Je vois des personnes qui ratent leur vie, qui font n'importe quoi, avec toutes les excuses de la terre. Ils se disent on n'a pas de chance, on n'est pas dans un bon milieu. Et dans la même ville, des mêmes personnes qui, peut-être justement, malgré cette adversité, s'en sortent et ont de belles réussites. Ok. Parole donnée numéro 221. C'était augmentation générale. Oui, alors justement, on a continué un petit peu sur ce thème et on s'est dit que il ne faut pas forcément aller vers ce qu'on appelle la décroissance aujourd'hui. Parce qu'au fond, je comprends, à cause des problèmes écologiques, du capitalisme fou, certains disent, bon, il faut peut-être aller vers la décroissance. Non, je pense qu'il faut continuer à prospérer, il faut mieux répartir ses ressources, il faut surtout qu'elles aient plus de sens. Parce que c'est vrai, c'est quand même pas normal qu'on gaspille autant, que les richesses soient mal distribuées. Mais je pense que si il y a un plus grand consensus de tous les peuples, nous allons tous tirer meilleure partie de la planète et de nos ressources. Moi, je voudrais adresser un message plutôt optimiste, plutôt que de dire aux gens, oh là là, vous savez, la prospérité c'est coupable, c'est suspect, hein, il faut aller vers la décroissance. Personnellement, j'ai plutôt un langage modérément optimiste, on va dire. Ok. Il est hélas des cas où la prospérité et l'enrichissement de certains passent par l'exploitation et l'appauvrissement des autres. Mais la vraie prospérité procède d'une logique différente. On commence par donner, je dis bien par donner et non pardonner, par donner de soi et subir des pertes initiales. Et c'est par une succession de sacrifices librement consentis qu'on peut produire des bénéfices et des bienfaits qui profiteront à tous. Oui, ça c'est un paradoxe de l'amour. Parce qu'en général, dans la nature, si vous donnez, ben, vous perdez quelque chose. Tout ce système de l'énergie. Bon. L'amour, c'est la seule force qui augmente en donnant. Et je pense que les personnes qui prospèrent sont souvent des gens qui, loin de calculer leur investissement, ils prennent un certain risque au départ. Ils sont généreux, ils n'ont pas une vision étroite des choses, ils sont prêts à donner beaucoup, à donner plus que leur part même parfois. Et bien sûr, il ne faut pas être aveugle, on ne peut pas non plus donner comme ça en pure perte. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi avoir un minimum de stratégie. Mais je ne connais pas de personnes qui réussissent sans prendre de risques et sans une certaine générosité. Aussi de faire confiance aux autres. Parce que je pense que la vraie prospérité, c'est aussi un travail d'équipe. Je ne vois pas de gens qui réussissent comme ça tout seuls. En général, c'est des personnes qui s'entourent bien, qui savent former des équipes. Par exemple, Moed Altrad, pour revenir à ce fils de Bédouin, lui, il n'a pas un gros staff. Justement, on dit, tiens, c'est curieux, ce monsieur, il a un staff assez réduit, il n'a pas tellement de collaborateurs. Mais lui-même, il dit qu'il choisit très 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 bien ses collaborateurs. Il leur fait totalement confiance, il leur délègue beaucoup, mais il attend beaucoup d'eux aussi. Et pourquoi est-ce qu'il peut attendre beaucoup d'eux? Parce que lui-même s'investit le plus, toujours. Je pense que c'est pour ça que les gens sont motivés de travailler avec lui. Ok. Parole donnée numéro 222. La société de valeurs universelles, prospérité, partagée, communauté, solidaire. Oui, alors ça c'est une expression des principes de l'unification qui sont la base de, je dirais un petit peu de notre philosophie à l'espace culture et paix. Globalement, si on regarde l'essor du monde occidental, tout a commencé avec la réforme. La réforme, c'est le domaine spirituel. Ça a été cette idée qu'au fond, l'être humain doit cesser de se sentir toujours coupable devant Dieu. Au fond, nous devons être fiers. Bon, peut-être nous sommes des pécheurs, c'est vrai, mais nous sommes sur terre pour réussir, pour faire nos preuves. Dieu ne va pas punir celui qui réussit. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs le thème de ce qu'on appelle l'éthique protestante du capitalisme, la fameuse thèse de Max Weber. Les protestants sont persuadés que l'argent n'est pas un mal,
c'est un des signes de la réussite de l'être humain. Bien sûr, il faut l'utiliser correctement. En ce sens-là, ils sont assez proches de l'éthique juive, hein, du système judaïque. Il y a d'abord eu une réforme donc, de notre spiritualité en Occident, une libération des forces spirituelles. Ça, c'est ce qu'on appelle justement les valeurs universelles. Ensuite, il y a eu des réformes politiques. On a mis fin au système de classe sociale. On a dit qu'au fond, il fallait établir des procédures démocratiques, le droit de vote. Nous avons libéré l'espace public. Nous avons dit que finalement, tout citoyen doit devenir souverain. Et ça c'est ce qu'on appelle la prospérité mutuelle. Et finalement, il y a eu la révolution industrielle. Et on a dit que tous les êtres humains qui le veulent peuvent faire fortune. Il va y avoir donc l'école, le travail, et tous ceux qui veulent réussir auront une place au soleil. La société ne sera pas cloisonnée, il y aura de la chance pour tout le monde. Ça, c'est l'idéal du monde occidental. En réalité, on sait qu'on en est encore assez loin. On a beaucoup de progrès à faire. Malgré tout, il doit y avoir quelque chose qui attire les autres civilisations. Parce que je pense que tout le monde, dans tous les continents, cette idée a été reprise. Peut-être que justement, à l'entrée dans le XXIe siècle, il faut que ces idées ne soient plus seulement l'apanage de l'Occident, mais que, je dirais, dans toutes les civilisations, il y ait une variante de ça. Il n'est de richesse que d'hommes. Oui, c'est la fin dirait Jean Baudin. La prospérité vient à plus de valeur. Je répète, la prospérité tient plus à des facteurs culturels qu'à l'abondance des ressources naturelles. Dans toutes les collectivités prospères, le facteur culturel stimule l'éducation et la responsabilité personnelle et la créativité. Et à la créativité. Des personnes bien bornées, je répète, des personnes bien formées cherchent ensuite des rapports humains plus justes et participatifs. Et c'est à ce moment qu'une prospérité de tous, partout et pour tous devient envisageable. Oui, ça a été notamment la conviction de base des États-Unis. Je sais que beaucoup de gens ont des réflexes un petit peu anti-américains. Mais en réalité, si nous regardons ce qui se passe outre-Atlantique, c'est une société foncièrement donc égalitaire. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'aristocratie. Et il y a cette idée que tous les Américains ont droit au rêve américain. Donc on voit souvent aux États-Unis justement des exemples de gens qui partent de rien. Il y a d'ailleurs une expression pour ça en anglais, from rags to riches. Littéralement, des haillons jusqu'à la richesse, donc partir de rien. Et le rêve américain, c'est cette idée, alors pas simplement de richesse matérielle, mais je dirais de réussite qui est acclamée de bon cœur par toute la population. Il faut reconnaître aux Américains ce côté fair play, c'est-à-dire que si quelqu'un réussit et qu'on en a la preuve, eh bien vraiment il sera félicité. On va le mettre en valeur. Je dis ça parce qu'en France, c'est parfois un peu le contraire. Et quelqu'un qui réussit en France, c'est parfois suspect. On se demande, mais est-ce que c'est bien honnête tout ça? Alors, peut-être qu'il y a aussi, dans la mentalité française, un scepticisme que je peux comprendre. On se dit au fond, mais l'argent, c'est un peu grossier quand même, il n'y a pas que les valeurs matérielles. Bon, si c'est ça, pourquoi pas? Mais parfois, j'ai l'impression que les Français se punissent un peu eux-mêmes, ils aiment se flageller. On leur montre des gens qui réussissent et ils boudent. Ils disent, c'est pas juste, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je pense qu'il faut être honnête. Il faut pouvoir reconnaître les mérites de quelqu'un. Pour moi, quelqu'un qui a réussi, on doit l'accepter de bon cœur. Je ne dis pas qu'on doit tous faire comme lui, hein, mais au moins on doit avoir le bon cœur de dire tant mieux pour lui, tant mieux pour les autres. Hein. Moi, je ne vais peut-être pas réussir exactement de la même façon, mais enfin, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux, je trouve ça bien, quoi. Ouais. Ok. Dans les temps modernes, la recherche produite et consommée a fait un gigantesque bond en avant. Cette prospérité comporte encore beaucoup de gaspillage et d'inégalités. Elle ne rend pas toujours plus heureux.
La vraie prospérité dépasse la simple aisance matérielle. Elle devrait impliquer une foi en son destin, le sentiment d'être appelé à une réussite qui a un sens. Alors, le travail se fait avec la certitude que sa place au soleil sera juste et méritée. La vraie prospérité entraîne par ailleurs une joie qui doit rester simple et communicative. Les personnes ou les collectivités dont la réussite est saine sont les meilleurs multiplicateurs d'une prospérité durable. Oui, parce que je pense que les pays les plus prospères... Alors, il y a un indice justement de la prospérité. Euh, on en avait parlé à Parole Donnée, le tout premier d'ailleurs. Les 10 pays considérés comme les plus prospères, ce ne sont pas des mastodontes. Donc il y a d'abord les pays scandinaves. Alors le pays considéré comme le plus prospère aujourd'hui, c'est la Norvège. Ensuite, vous avez dans le classement, il y a la Suède, le Danemark, la Finlande. La Nouvelle-Zélande en fait partie, l'Australie, le Canada, bon, 10 pays qui sont... Alors, ce ne sont pas des très gros pays. Qu'est-ce qu'on appelle la prospérité dans ces pays? Ce n'est pas simplement l'argent. Bon, c'est vrai que c'est des pays où on vit bien. Mais ils ont un autre classement. Alors, notamment, ils tiennent compte de la richesse de la vie associative et d'autres facteurs, l'accès à la santé. Enfin, il y a 8 facteurs. On pourra faire plus de recherches là-dessus. Et là, dans ces pays-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la richesse qui compte. Il y a une certaine logique redistributive. C'est souvent un petit peu des états de social-démocratie. Il y a beaucoup de redistribution en fait. Et donc ce sont des pays, je dirais, assez modestes. Ils n'ont pas forcément une grande ambition, ils ne vont pas jouer de leurs muscles, etc. Ils n'ont pas un gros ego. Mais discrètement, ils assurent le bonheur de leur population. Si je vois par exemple le cas de la Suède, c'est en plus un pays qui a toujours été généreux avec le tiers-monde. Ça date pas d'hier, ils ont toujours eu cet esprit. La Suède a un rayonnement culturel bien au-delà de sa population. C'est un pays qui a même pas 10 millions d'habitants, mais qui a un grand rayonnement culturel et longtemps moral d'ailleurs, parce que la Suède a toujours fait beaucoup de choses pour le tiers-monde. Donc ce sont des... Alors le Canada, c'est aussi un pays très prospère, et qui pense beaucoup aux autres. C'est notamment l'un des pays qui a le plus d'initiatives pour la paix dans le monde. C'est intéressant parce que le Canada est voisin de l'Amérique du Nord, enfin des États-Unis. Les États-Unis, c'est le gendarme du monde, et au fond, il en faut aussi. Hein. Mais le Canada a dit que non, nous ne serons pas gendarmes du monde. Nous serons plutôt foncièrement des pacifistes. Et le Canada regorge d'idées pour des projets de paix, des projets de développement. Aussi, au Canada, vous ne trouvez jamais les tueries de masse, vous savez, qu'on voit, parce qu'ils n'aiment pas tellement les armes au Canada. Ils se disent que peut-être aux États-Unis, il faut avoir des flingues, il faut se défendre, mais au Canada, ils n'ont pas du tout cette mentalité. C'est marrant, comme deux pays voisins peuvent voir les choses d'une façon diamétralement opposée, quoi. Oui. Et donc, au Canada comme aux États-Unis, ce sont deux pays qui adorent la prospérité. Ça, c'est vraiment des pays ils n'ont pas de complexe par rapport à l'argent, il faut en faire. C'est peut-être dans l'utilisation qu'il y a une culture un petit peu différente. Okay. Monsieur Ladouce, avez-vous oublié quelque chose? Sur la prospérité? Oui. Ben, moi, par exemple, je ne suis pas devenu très prospère. Je n'ai pas, je ne suis pas devenu très riche sur le plan matériel, je le reconnais, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un de dynamique, de créatif, toujours beaucoup travaillé dans ma vie, et j'ai connu toujours une certaine croissance, un certain développement dans ma vie. Et quand j'ai traité ce thème, moi qui ne me reconnais pas dans les personnes prospères, les gens riches, j'ai quand même trouvé que j'avais des choses à dire et que ce thème m'intéressait. Pourquoi? Parce que peut-être justement j'aime la vie, je trouve qu'on est là pour faire des belles choses, pour réussir. Ok. Monsieur Ladouce, votre dernier mot?
Ben, je souhaite beaucoup de prospérité à tous ceux qui suivent ce programme, où qu'ils habitent, et qu'ils puissent éventuellement tirer de ce petit entretien ne serait-ce qu'un petit exemple ou une petite phrase qui les aidera. C'est tout ce que je peux souhaiter. Ok, nous vous remercions. Merci beaucoup.